Super. Donc, bonjour à tous. Bienvenue au webinaire d'urbanisme participatif, une approche pour favoriser l'aménagement d'environnements favorables à la santé. Euh, la mission du webinaire aujourd'hui, j'espère que ça va fonctionner. Oui, ben, voilà. La mission du webinaire aujourd'hui sera de faire connaître l'impact de la prise de décision en aménagement sur la santé et l'équité en santé. Ultimement, le but, c'est de sensibiliser les professionnels tant du milieu municipal, urbanistique que du domaine de la santé, entre autres, pour que collectivement, on puisse influencer les décisions puis tendre vers un environnement bâti favorable à la santé puis à l'équité en santé. Donc, Emma l'a fait déjà, je m'appelle Marie-Joëlle Chrétien, donc je travaille au Centre d'écologie urbaine de Montréal. Puis, en parallèle avec ce mandat-là, je suis à la maîtrise en environnement et développement durable dans l'option perspective d'aménagement. Mon mandat au Centre d'écologie urbaine de Montréal m'appelle à faire partie de plusieurs équipes, dont celle du réseau Quartier Vert. Notre mission au réseau Quartier Vert, en fait, c'est d'agir pour bâtir des villes vertes, actives et en santé. RQV, le réseau Quartier Vert, en fait, émane d'un partenariat national entre 3 organismes canadiens, le Centre d'écologie, où je travaille, en fait, le Toronto Centre for Active Transportation, puis Sustainable Calgary. Depuis 10 ans, ces 3 organismes-là développent et partagent des approches qui permettent de concevoir collectivement des quartiers vivants. Puis, on agit pour bâtir des milieux de vie qui favorisent les transports actifs et qui offrent un aménagement urbain sécuritaire et accueillant pour tous. Notre approche, donc, se trouve au croisement des thèmes de la santé, de l'équité, puis de l'environnement bâti, puis c'est celle qu'on appelle l'urbanisme participatif. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Ça va porter sur ça. Le plan de la séance, dans le fond, les objectifs seront, dans un premier temps, d'exposer ce qu'est la participation citoyenne, puis en quoi elle est importante pour mener à bien un projet d'aménagement. Ensuite, on clarifiera comment l'urbanisme participatif a une incidence sur la santé. Troisièmement, une étude de cas lavalloise sera présentée pour imager la transformation d'un milieu en faveur de la santé de ses résidents. Le 4e volet portera sur l'urbanisme participatif et ses impacts sur l'équité en santé. Pour que vous puissiez repartir avec une idée claire de comment on peut faire preuve d'équité dans la mise en application de l'approche d'urbanisme participatif, je présenterai 2 études de cas, dont une torontoise et une autre montréalaise. Puis, finalement, on procédera à une période de questions. Donc, commençons par clarifier pourquoi la participation citoyenne est si importante pour atteindre nos objectifs en santé puis en équité. En fait, l'implication des citoyens est bénéfique parce qu'elle permet la rencontre de 2 savoirs. Donc, c'est-à-dire qu'elle permet de compléter les connaissances techniques des professionnels de l'aménagement urbain, puis ça, en les informant de ce que vivent les citoyens au quotidien. Donc, les citoyens sont en quelque sorte les experts du territoire qu'ils habitent parce qu'ils le connaissent mieux que n'importe qui. L'implication des citoyens permet également de prioriser les besoins puis les lieux d'intervention. Alors, ça permet aux professionnels d'aménagement d'intervenir où c'est urgent. Puis, parmi plusieurs autres bénéfices, la participation citoyenne favorise ultimement l'appropriation puis la bonification d'un projet par la communauté, pour et par la communauté. Dans ce même ordre d'idées, il y a une chercheuse qui appuyait justement les bénéfices de l'implication citoyenne en soulignant que les résidents doivent être impliqués dans le développement des quartiers parce qu'ils détiennent des connaissances tant qualitatives que quantitatives différentes de celles des experts ou des professionnels. Donc, c'est effectivement eux, en fait, c'est les citoyens qu'il faut approcher parce qu'ils connaissent ce qui est réellement bon pour eux puis ce qui ne l'est pas. Pour que la participation citoyenne soit optimale puis qu'elle soit inclusive, il est important de se rappeler les points suivants. Il faut d'abord partir avec l'idée que les professionnels d'urbanisme participatif n'ont pas de projet fini en tête avant la consultation publique. Donc, c'est collectivement qu'on le met à terme puis qu'on l'établit, le projet. Donc,
Il n'y a aucune idée, il n'y a aucun projet déjà préétabli. Avec l'urbanisme participatif, ça se fait collectivement. Aussi, il est faux de penser que la participation citoyenne doit impliquer de demander l'avis de tout le monde, tout le temps. Ce qu'on veut, c'est avoir la plus grande diversité de personnes représentées dans celles qui participent. Donc, bien évidemment, il faut arriver à faire participer les groupes sous-représentés ou difficiles à joindre. On peut parler ici des immigrants, des personnes âgées, des jeunes, les femmes parfois. Par contre, l'objectif de la participation citoyenne n'est pas forcément de juste atteindre les gens que je viens de mentionner. Le but, c'est vraiment d'avoir une diversité de gens représentés dans les participants. De plus, on doit consulter les citoyens en amont, puis intégrer leurs observations, leurs préoccupations, leurs aspirations dès le départ et tout au long du processus d'urbanisme participatif. C'est-à-dire de la planification à l'implantation du projet. Et ça, dans cette optique-là, ça donne l'occasion à l'ensemble des participants de trouver collectivement des solutions qui correspondent aux besoins réels de leur communauté. Le processus d'urbanisme participatif se divise en 6 phases que vous voyez à l'écran, ayant chacune une importance particulière. Là, aujourd'hui, loin de moi l'envie de faire de vous des experts en urbanisme participatif, mais je vais quand même tenter de les survoler en évitant de rentrer trop dans les détails, mais pour vous donner une meilleure idée, je vais repasser chacune d'entre elles, en commençant par la première étape qui est le démarrage. Ici, ça implique naturellement d'établir un partenariat avec les acteurs locaux pertinents au projet qu'on veut mettre en place, comme les élus, les professionnels municipaux et tout autre partenaire susceptible de mobiliser des citoyens comme des organismes, par exemple. Puis ça prend bien évidemment les citoyens. Dans la deuxième phase, il faut comprendre le territoire. Donc, on essaie de réaliser un portrait diagnostique à partir de certains outils. Il y en existe plusieurs, mais ça peut être des marches exploratoires accompagnées des citoyens sur le terrain ou des sondages. Vient ensuite la phase d'exploration. Elle permet d'identifier les possibilités d'aménagement en réunissant toutes les parties prenantes, puis en les invitant à prendre part à des ateliers de co-création pour proposer leurs idées, puis discuter des différentes avenues possibles. Vient ensuite le moment de valider auprès de l'ensemble des acteurs si les solutions développées répondent toujours aux besoins identifiés dans les étapes précédentes. Donc, c'est ici qu'on apporte les modifications nécessaires avec l'aide des professionnels de l'aménagement, de la municipalité, puis qu'on rapproche les acteurs vers une position commune. La cinquième étape, c'est d'agir. Donc, le fait d'agir veut essentiellement dire d'aller sur le terrain, d'implanter les solutions proposées par et pour les citoyens. Les activités dans cette phase-là peuvent prendre plusieurs formes, mais ça peut être de la plantation d'arbres, d'arbustes, de plantes. Ça peut être la réalisation d'aménagements piétons, d'aménagements cyclables. Donc, il existe plusieurs façons de passer à l'action. Puis, la dernière phase sera l'inauguration qui permet de souligner la transformation du milieu par un événement mobilisateur. Ça peut être une soirée de lancement, ça peut être une visite sur le terrain accompagnée, oui, des citoyens qui nous ont aidés, mais plus largement tous ceux du quartier. Donc, encore une fois, il existe une panoplie de façons d'inaugurer tout ça. Grossièrement et très vitement, c'est ce à quoi ressemble le processus d'urbanisme participatif, mais si vous êtes intéressé à creuser davantage les différentes étapes et tout ce qui implique le processus, je vous invite à consulter le guide que vous voyez à l'écran, l'urbanisme participatif, aménager la ville avec et pour ses citoyens, sur notre site internet, urbanismeparticipatif.ca. Je pense que vous allez avoir une belle idée de ce que c'est. Bon, maintenant, la question qui nous intéresse, c'est quels sont les impacts de l'urbanisme participatif sur la santé. Pour vous mettre un peu en contexte, l'Agence de santé publique du Canada a dévoilé en 2017 les chiffres suivants que vous voyez à l'écran, les pourcentages suivants, pour inciter les Canadiens et Canadiennes à adopter un mode de vie sain. Chez les adultes, le taux d'obésité et d'excès de poids est passé en fait de 49% en 1978 à 64% en 2017 et de 23% à 30% chez les jeunes entre les mêmes années.
heureusement, on voit une amélioration entre 2004 et 2017 chez les jeunes, mais les taux, comme on l'observe, sont encore trop importants. Il est d'autant plus capital d'agir quand on sait que le bulletin 2019 de participation donnait au Canada la note de D quant à l'ensemble de son activité physique. Puis vu cette situation-là, à vous seuls, professionnels de la santé, il est peut-être difficile de régler la situation à vous seul. Donc, c'est pour ça que d'autres acteurs clés doivent prendre part au mouvement en faveur de la santé des Canadiens. Puis, c'est ici que les professionnels en aménagement et les décideurs peuvent intervenir. Puis, justement, à la lumière de ces données-là, un rapport de l'Agence de santé publique du Canada qui a été élaboré en 2017 pour sensibiliser les Canadiens sur la façon dont le milieu bâti, c'est-à-dire l'environnement physique externe dans lequel on vit, sert d'assise à notre santé. Puis, Teresa Tam, qu'on voit à l'écran, qui est l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, soutenait que sans qu'on s'en rende compte, nos quartiers puis la façon dont ils sont construits ont une incidence sur notre santé, puis que si l'environnement bâti favorisait le transport actif, comme la marche et le vélo notamment, ça répondrait clairement aux besoins croissants des Canadiens de prendre soin de leur santé. Les bienfaits d'un quartier planifié selon certaines caractéristiques sont prouvés et nombreux. Par exemple, certaines caractéristiques peuvent être une mixité des activités, une certaine compacité, des rues connectées entre elles, la présence de pistes cyclables, de trottoirs, d'espaces verts. Donc, bref, ce sont toutes des caractéristiques favorables à l'activité physique. Puis, si un quartier incite ses citoyens à bouger, puis qu'il contribue par le fait même à la réduction du risque de décès prématurés, d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancer, de mauvaise santé mentale, donc moins de dépression, entre autres. Puis, je veux revenir justement aux caractéristiques du quartier qui font en sorte qu'on ait plus tendance à se mouvoir activement, disons. Puis, parce que je pense qu'il est intéressant de comprendre comment ils contribuent au transport actif, ces caractéristiques-là. Il y a d'abord la mixité des activités qui se définit comme la présence de différentes fonctions au sein d'un même quartier, c'est-à-dire tant des activités résidentielles que socio-économiques, comme la présence de bureaux, de commerces, d'institutions, de services publics, de parcs. Puis c'est ce qui crée qu'un milieu de vie est complet, où plusieurs usages peuvent s'opérer. Puis ce sera un milieu où on peut à la fois habiter, travailler, se divertir, faire ses emplettes, son épicerie, etc. Puis c'est ici que nous, on intervient, en fait. C'est ici que la planification est importante parce qu'on ne veut pas nécessairement mettre à la disposition des résidents uniquement des dépanneurs ou des restaurants de fast-food. On veut planifier les activités pour que, par exemple, en termes d'alimentation, on ait un accès à des aliments sains et locaux le plus possible, en priorisant, par exemple, des jardins communautaires, les marchés publics, les épiceries notamment. Ensuite, la compacité réfère au rapport entre les surfaces bâties et non bâties. Donc, il s'agit d'une manière d'occuper le territoire en limitant les espaces vides et les discontinuités. Donc, la compacité permet de créer des milieux de vie à la fois denses et conviviaux, respectueux de l'échelle humaine, puis favorables à la création d'une ville de courte distance, où il est facile de se déplacer sur de courtes distances. Enfin, plusieurs exemples d'aménagement de qualité existent pour favoriser les déplacements actifs, comme des trottoirs bien entretenus et d'une largeur raisonnable, des aménagements cyclables unidirectionnels, un éclairage à échelle humaine, donc un éclairage qui n'est pas uniquement destiné aux automobilistes, des arbres créant de l'ombre pour le confort des piétons, du mobilier pour se reposer, tels que des bancs, des tables, des placotoirs. Donc, en résumé, si dans l'aménagement d'un quartier, ces caractéristiques-là sont considérées, sont combinées et planifiées avec le citoyen, bien, ça ne peut que l'encourager, le citoyen, à marcher puis à faire du vélo au quotidien. Puis ça, pas juste dans
ses activités récréatives, mais aussi dans ses déplacements utilitaires comme se rendre au travail ou se rendre à l'école, par exemple. Puis, la littérature rapporte également que de proposer des infrastructures favorisant le transport actif contribue à l'augmentation des déplacements actifs dans un secteur. Il y a aussi Jan Gehl, qui est un architecte et urbaniste danois, qui soutient que si les anciens et les nouveaux quartiers étaient aménagés de manière à ce que la marche et le vélo satisfassent aux besoins de transport quotidien, ben, de nombreux problèmes de santé seraient résolus. Et finalement, il est maintenant clair, c'est une évidence que les déplacements en automobile sont associés à l'émission de gaz à effet de serre et à la pollution atmosphérique. Puis comme ces facteurs-là résultent en une mauvaise santé globale puis qui contribuent au risque de décès prématurés et de maladies respiratoires, ben, on veut dissuader l'utilisation de l'auto dans la planification urbaine. C'est en quelque sorte ce qu'on a voulu faire dans le projet de réaménagement du boulevard Le Corbusier Sud à Laval en améliorant le transport actif et collectif. Donc, ce boulevard-là, traditionnellement, était commercial, puis conçu surtout à la base pour les automobiles, comme on peut le voir sur cette image-là, avec les nombreuses voies de circulation, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Puis, ben, la Société de transport de Laval a voulu rendre le boulevard plus attrayant, plus confortable et plus sécuritaire pour les usagers du transport collectif et actif. Donc, au lieu d'avoir un genre d'autoroute interne qui traverse la ville, qui n'est destinée qu'aux automobilistes, on a augmenté la surface utilisable pour le transport actif et le transport en commun. En termes d'infrastructures piétonnes, les trottoirs ont été élargis. En ce qui a trait à l'aménagement paysager et au mobilier, des arbres ont été plantés ici et là pour, entre autres, diminuer les îlots de chaleur, mais aussi pour créer de l'ombre, comme je mentionnais plus tôt. C'est aussi une bonne façon de faire. Puis, le système d'éclairage a été bonifié. Pour ce qui est des infrastructures cyclables, des bandes cyclables ont été ajoutées en bordure de la chaussée de chaque côté de la rue, ce qui sert également de zone tampon pour protéger les gens qui marchent sur les trottoirs. Puis, finalement, ben, une voie centrale a été destinée à un service rapide d'autobus, donc des abribus des abribus accessibles et sécuritaires ont été installés pour offrir plus de confort aux usagers du transport collectif. Donc, en réalité, c'est ce à quoi ça ressemble. Malheureusement, j'aurais aimé vous montrer plus de photos, mais c'est celle que j'avais. On peut voir sur le côté de la chaussée les bandes cyclables. Certaines sont peintes en verte, d'autres sont restées de la même couleur que la chaussée. On voit en rouge au milieu de la route les voies destinées au service rapide d'autobus, les abribus qui sont accessibles par voie piétonne, tant par voie piétonne que par voie cyclable. En termes d'arbres, on les voit mal, mais certaines plantations ont été faites. Puis, il y a également l'éclairage qui est destiné tant aux piétons qu'aux cyclistes, puis aux automobilistes. Donc, bien évidemment, là, c'est pas un cas qui est parfait, dans le sens où ça ne respecte pas nécessairement toutes les caractéristiques qu'on a vues plus tôt. Ça manque certainement d'un peu de compacité, ça manque certainement d'un peu de connectivité aussi, mais disons que c'est un premier pas vers l'avant que de transformer un boulevard où se côtoient tous les usagers de la mobilité. Puis, ultimement, ces améliorations-là permettent aux résidents actuels et permettront aux futurs résidents d'avoir un accès à différentes options de mobilité. Puis ça peut aussi certainement contribuer à court, moyen, long terme à améliorer leur santé. Puis, pour plus d'exemples dans ce type-là, je vous invite à consulter nos 2 guides de rues conviviales, on les appelle les rues inspirantes, sur notre site web, donc urbanismeparticipatif.ca. Vous y trouverez là, une dizaine de projets qui illustrent ce genre de transformation-là avec des images parlantes là, de avant-après. Donc, je vous invite à aller regarder ça. Donc, nous en sommes maintenant rendus à l'urbanisme participatif et de ses impacts sur l'équité. On a vu comment l'urbanisme participatif contribuait au transport actif, puis à la santé. Maintenant, on est rendu à parler d'équité en santé.
l'équité, en fait, je prends le temps de dire c'est quoi l'équité parce que je pense que c'est intéressant de le savoir. C'est en fait l'allocation juste des ressources en se basant sur les réels besoins de la population. C'est en fin de compte de donner accès aux mêmes opportunités à tous, pas seulement donner accès aux mêmes choses, exactement un peu comme on peut voir sur l'image. Donc, au lieu de donner le même vélo à tout le monde, ce qui est en fait de l'égalité, on prend soin d'analyser les besoins de chacun pour adapter le vélo en fonction de ces besoins-là pour qu'au final, ben, tout le monde puisse jouir des mêmes opportunités. Donc, l'équité en urbanisme, c'est vraiment le processus en soi. C'est le processus d'urbanisme participatif parce qu'en fait, il prend soin de représenter une diversité de personnes en représentant, bien sûr, celles ayant des points de vue qui ne sont pas nécessairement majoritaires. Autrement dit, comme l'indique le nom, il donne l'occasion de participer à tous les groupes de la population, dont ceux dits vulnérables. Puis, à cet égard-là, il est important de définir aussi la vulnérabilité, puis de comprendre pourquoi une personne peut le devenir, pourquoi une personne peut devenir vulnérable. Le concept de vulnérabilité, c'est un concept qui est assez complexe. Ça peut inclure les caractéristiques biologiques, comme le genre, l'identité sexuelle, l'âge, la condition physique ou psychologique. Ça inclut aussi les caractéristiques sociales, comme l'identité culturelle et religieuse, la pauvreté, souvent liée au revenu salarial ou au niveau de scolarité. Ça touche aussi aux caractéristiques environnementales, c'est-à-dire vivre dans par exemple, vivre dans un logement insalubre ou avoir un accès limité à un réseau de transport en commun, par exemple. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'on est automatiquement vulnérable si on est, par exemple, une femme, une personne âgée ou une personne à mobilité réduite. C'est vraiment l'environnement dans lequel on est et grandit qui le déterminera. Donc, à titre d'exemple, pour mieux comprendre les inéquités qui touchent les personnes vulnérables, est celui des îlots de chaleur. Donc, en des termes très concis, un îlot de chaleur, c'est un secteur où les températures sont plus élevées que dans les secteurs environnants. Par exemple, toute surface composée d'asphalte, de béton, de goudron, comme le stationnement d'un centre commercial, peut être un îlot de chaleur. Mais les routes, les toits goudronnés peuvent aussi en être. Puis, c'est là qu'il faut se dire qu'un îlot de chaleur, c'est pas juste un phénomène de centre-ville, ça se forme aussi dans les quartiers résidentiels et dans les banlieues. Selon la Direction régionale de santé publique, les personnes les plus vulnérables à la chaleur sont les personnes âgées, celles à faible revenu, celles souffrant d'isolement social, de maladies chroniques ou de troubles psychotiques et celles habitant dans un îlot de chaleur. On entend souvent parler que les personnes âgées en situation... on entend souvent parler que des personnes âgées en situation de vulnérabilité lors des périodes de canicule, mais on peut remarquer ici là, que ce n'est pas uniquement elles qui le sont, qu'il y a plusieurs autres groupes à risque aussi qu'on doit tenir compte. L'Institut national de santé publique du Québec transmettait en 2018, à la suite des épisodes de chaleur extrême, la cartographie suivante sur le lieu de résidence des personnes décédées en lien avec la chaleur et la présence d'îlots de chaleur à Montréal. On se rend compte que l'environnement externe, ici la zone d'îlot de chaleur en soi, a effectivement un impact majeur sur la santé des personnes vulnérables. Selon l'enquête, les personnes vulnérables qui habitent dans un îlot de chaleur urbain sont 2 fois plus à risque de décès lors d'un épisode de chaleur extrême. Alors, le point ici est que si ces personnes-là, celles impactées, celles vulnérables, prenaient part aux décisions, ça permettrait de trouver des solutions aux enjeux auxquels on ne pense pas toujours, puis ultimement réduire les inéquités en santé. Comme les résidents savent mieux que n'importe quel professionnel quels lieux et actions sont à prioriser, certaines solutions trouvées avec eux pourraient être, par exemple, la réduction de surface bétonnée à des endroits précis dans leur quartier. Ça pourrait être l'augmentation d'espaces verts, la bonification aussi d'espaces verts, la plantation d'arbres à des endroits stratégiques. Ça peut être aussi l'adoption d'un règlement où on évite l'utilisation de l'asphalte dans certaines zones données,
Donc, d'inclure les personnes vulnérables dans la prise de décision, c'est en partie la clé. T'sais. Un autre exemple pour mieux comprendre le concept d'iniquité est celui des collisions. Donc, il y a effectivement des iniquités criantes en ce qui a trait au nombre de collisions entre véhicules et piétons dans les quartiers défavorisés. Par exemple, à Calgary, même si les collisions entre véhicules motorisés et piétons se produisent partout sur le territoire de la ville, selon une étude, elles semblent être plus fréquentes dans les quartiers défavorisés. Comme on peut voir sur la carte à droite, les plus gros cercles rouges, c'est-à-dire les endroits où il y a le plus grand nombre de collisions, surplombent les quartiers en bleu pâle, c'est-à-dire les quartiers ayant un revenu par ménage moindre. Les piétons sont donc plus à risque dans les quartiers défavorisés selon cette étude, mais il y a aussi une autre étude qui a été réalisée à Montréal puis qui a démontré qu'en moyenne, il y a 6,3 fois plus de collisions entre piétons et véhicules aux intersections dans les secteurs défavorisés que dans les secteurs de recensement les plus riches. Il y a aussi une autre étude à Toronto qui a été faite, puis selon un rapport de la Direction de la santé publique, on a constaté que les intersections du centre-ville, secteur plus riche, où le nombre de piétons est le plus élevé, ont moins de collisions que dans les secteurs défavorisés. Dans un cas comme celui-là, encore une fois, c'est en impliquant les personnes impactées dans la prise de décision qu'on peut réduire les risques de collision sur un territoire donné, puis qu'on parvient à trouver des solutions aux enjeux orphelins, donc auxquels seuls nous, les professionnels de l'aménagement, on ne peut pas penser toute seule. On a besoin de l'aide de ceux qui habitent le territoire, qui fréquentent le territoire. Puis, les solutions qu'on pourrait trouver avec eux, ce serait par exemple l'implantation de traverses piétonnes à un endroit prioritaire dans le quartier, la réduction de la vitesse sur une rue bien définie, l'implantation d'un îlot de refuge pour piétons sur un grand boulevard. Bref, il existe plusieurs solutions. Il suffit d'impliquer les bonnes personnes. Un autre exemple pour mieux comprendre le concept d'équité en aménagement, c'est l'accès aux espaces verts. Donc, encore une fois, il est prouvé que des inéquités existent en lien avec ces espaces verts. Plusieurs populations urbaines y ont un accès insuffisant, notamment les régions à faible revenu. Il existe plusieurs définitions de qu'est-ce que c'est un espace vert, mais dans le fond, les espaces verts, c'est des espaces urbains comprenant des terres vertes, naturelles, semi-naturelles ou artificielles, procurant c'est surtout ça, procurant de nombreux avantages aux différents groupes de personnes à l'intérieur des limites d'une ville. Puis, les espaces verts, au final, ce sont les cours d'école, les jardins communautaires, les parcs, les terrains de jeu, les boisés, les abords des cours d'eau. Donc, toutes ces zones-là sont très, très importantes pour la population. Il y a la littérature qui nous confirme que, par contre, il existe des inéquités, comme à Montréal spécifiquement, les plus riches ont systématiquement accès à des espaces verts plus grands et à des chemins pédestres et cyclables pour s'y rendre, ce qui renforce leur accessibilité à ces espaces-là, mais ultimement à tous les bénéfices qui sont liés à ces espaces verts-là. Du point de vue de la santé, on remarque une incitation à l'activité physique, de plus bas taux d'obésité et de mortalité, une réduction du stress, une amélioration du bien-être psychologique. Puis aussi, les espaces verts permettent de limiter les dépenses en santé publique, ce qui est d'autant plus intéressant dans un contexte de vieillissement de la population. En résumé, ce qu'il faut tenir, c'est que planifier l'accès aux espaces verts peut faire une énorme différence sur la santé des populations, surtout celles dites vulnérables. Puis, c'est d'ailleurs ce que RQV a fait dans le cadre d'un projet à Toronto en lien avec le Don Valley Ravine et les espaces verts aux alentours. Le Don Valley Ravine est une des plus grandes ressources écologiques de la ville, puis a donc un énorme potentiel d'utilisation et de fréquentation. Par contre, cet endroit-là, à certains endroits autour du ravin, disons, c'est déconnecté du reste de la ville, c'est difficile d'accès. Puis, entre autres, pour les deux communautés immigrantes vivant à proximité. Donc, il y a deux communautés qui vivent tout proches, mais qui sont déconnectées de cet espace vert-là. Mais les entrées menant au sentier sont, à certains endroits, mal indiquées, très abruptes, ce
qui fait en sorte que ça n'incite pas les gens, d'une part, à l'utiliser, mais d'une autre, à faire l'activité physique. T'sais, ça pourrait les inciter, mais c'est en quelque sorte un peu inaccessible ou un peu dangereux. Puis, en plus, ça augmente l'isolement des deux communautés à proximité. Par contre, on s'est rendu compte que les sentiers piétinés, on s'est rendu compte qu'avec les sentiers piétinés, le désir d'accéder au parc était existant, puis qu'on devait intervenir à ce niveau-là. Donc, le Toronto Center for Active Transportation, un de nos partenaires, justement, qui fait partie de Réseau Quartier Vert, s'est allié avec des groupes locaux, comme des professionnels de la santé publique, des décideurs locaux et bien évidemment les citoyens, dont une grande majorité de nouveaux arrivants qui proviennent des deux communautés vivant à proximité du parc. Puis ils ont trouvé ensemble des solutions pour donner un meilleur accès plus sécuritaire et clairement mieux balisé à cet endroit négligé. Puis les ateliers professionnels et les forums communautaires ont donné une voix aux préoccupations des citoyens. Puis au final, ce qui est ressorti du processus d'urbanisme participatif, c'est un rapport de recommandation élaboré par l'organisme local. Puis là, je vous présente quelques recommandations qui ont été faites par l'organisme. Il y a entre autres l'aménagement d'un nouveau trottoir. Et ça, c'est à un endroit spécifique, mais sachez que bon, le parc est assez grand, puis il y a plusieurs façons d'accéder au parc, mais ça, c'est un cas spécifique. Il y a aussi l'implantation d'un passage piéton pour accéder plus facilement au parc à pied et pour rendre les déplacements plus sécuritaires, évidemment. Il y a l'installation de panneaux informatifs sur le parc, ses points d'accès et ses sentiers pour faciliter le déplacement au cœur de la zone naturelle, mais également ceux vers l'extérieur de la zone. Il y a également une aire pavée qui a été proposée pour marquer clairement l'entrée du parc. Donc, il est bon de comprendre que même si ce sont toutes des bonnes recommandations qui apaisent le problème d'accessibilité, d'isolement puis de sédentarité, la décision finale, malheureusement, ne revient pas à l'organisme, mais revient à la ville. Donc, d'où l'importance de sensibiliser bon nombre d'acteurs à l'approche d'urbanisme participatif pour que les décideurs veulent intégrer cette approche-là dans leur pratique. Comme, je prends une gorgée d'eau et je vous reviens. Comme dernier exemple d'inéquité en santé, il est question de l'accessibilité piétonne aux établissements de santé. Dans un contexte de vieillissement de la population, il est clair que ces établissements-là, tant les hôpitaux, les CLSC, les cliniques, seront de plus en plus utilisés, et ce, partout dans la province, là, comme partout au Canada, finalement. Si les aménagements aux alentours sont conçus uniquement pour y accéder en automobile, bien, certaines personnes s'en voient leur accès limité si elles doivent s'y rendre en fauteuil roulant, à pied, en vélo, peu importe. C'est parfois même dangereux selon où on se trouve. Et puis, il est d'autant plus capital d'influencer les décideurs à cet enjeu quand on sait que en octobre dernier, le gouvernement a lancé le feu vert pour baisser les tarifs des stationnements d'établissements de santé. Cette mesure vient solidifier la dépendance à l'automobile au détriment du transport actif et ça pose malheureusement un enjeu d'équité en favorisant les automobilistes. Donc, en bref, c'est exactement pourquoi le Centre d'écologie urbaine de Montréal a été mandaté dans le cadre du CLSC d'Hochelaga Maisonneuve pour évaluer et bonifier l'accès piéton à l'établissement de santé. Donc, des visites de terrain ont été faites autour du CLSC. Lors de ces visites accompagnées de citoyens, dont certains à mobilité réduite, des diagnostics ont été posés sur le territoire environnant, disons. Et ce qui est ressorti surtout, c'était l'incommodité des lieux, la vitesse trop élevée des autos, tant sur la rue Ontario que sur le boulevard P9 qui est à proximité, le manque de verdure, le peu d'espace pour sécuriser les piétons. Donc, le portrait diagnostic a été tiré, oui, par les professionnels en aménagement du centre d'écologie, mais accompagné des citoyens parce que c'est eux qui connaissent le territoire, c'est eux qui s'y promènent, c'est eux qui sont les experts.
Puis, bref, pour solutionner tout ça, il y a des recommandations qui ont été faites par le Centre d'écologie, comme implanter des îlots de refuge pour les piétons sur le boulevard P9 afin de sécuriser la traverse. C'est nécessaire, là, si on connaît un peu le boulevard P9, on sait que c'est un boulevard qui est ultra achalandé, ou qu'il y a des véhicules lourds, où est-ce que les autos circulent vite. Donc, des îlots de refuge ont été proposés. L'implantation de passages piétons avec décompte numérique en face et à côté du CLSC a aussi été proposé. Puis, on a aussi demandé d'apaiser la circulation à l'aide d'eau d'âne, puis finalement d'installer des bancs, puis de bonifier le vertissement de la rue pour que ce soit plus agréable, plus confortable de circuler aux alentours. Donc, toutes ces mesures-là seraient vraiment nécessaires dans un contexte urbain aussi dense et piétonnier qu'Hochelaga. Par contre, des personnes âgées qui se sentent plus ou moins à l'aise de conduire, ou des personnes à mobilité réduite, ou même sans auto, ben, ça existe partout. Ça existe partout dans la province, ça existe partout au pays. Puis c'est en les impliquant dans la prise de décision qu'on peut réduire les inéquités les concernant, puis ultimement leur offrir des aménagements conçus selon leurs besoins et favorables à l'accessibilité piétonne aux abords des établissements de santé. Donc voilà, ça fait le tour de notre webinaire. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Je vais céder la parole à Emma. Merci beaucoup, Marie-Joëlle, pour une présentation très intéressante. Nous avons déjà une question et j'encourage à nos participants de poser vos questions dans la boîte Question and Answer. La question, c'est vraiment une question de clarification concernant l'exemple Lavallois, le Corbusier. Était-il le fruit d'un processus participatif citoyen ou un contre-exemple? Je vais juste partager, pardon. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui. L'exemple Lavallois, il faudrait que je vérifie si ça a été le fruit du processus participatif citoyen. J'aurais tendance à dire oui. Par contre, j'ai pas pris part à ce projet-là. Je sais qu'on y a pris part, donc le Centre d'écologie a été impliqué, donc forcément, il y a eu de l'implication citoyenne. Je pourrais pas, par contre, affirmer à 100% que les 6 phases ont été, disons, en fait, certainement les 6 phases ont été respectées, mais je ne sais pas à quel niveau, à quelle échelle les citoyens ont pu prendre part à ce projet-là, mais certainement les citoyens ont été impliqués. Merci. Alors, j'espère que d'autres questions vont venir, mais en attendant, j'ai quelques questions à poser moi-même. Comment financer ce genre de projet? Comment est-ce qu'on finance, par exemple, les exemples que tu as présentés aujourd'hui? Oui, bien, ça dépend. Ça dépend des projets, ça dépend de qui, ça dépend surtout des projets. Certains qui ont été présentés dans le webinaire, qui sont issus de Réseau Quartier Vert, ont été financés par des programmes gouvernementaux. Je pense, entre autres, à l'Agence de la santé publique du Canada qui avait une stratégie d'innovation atteinte de poids santé dans les collectivités canadiennes. Et c'est ce programme gouvernemental-là qui a financé finalement certains projets. Mais d'autres projets peuvent aussi être le fruit du montage financier de la ville. Donc, il y a certaines villes aussi qui sont elles-mêmes impliquées dans le financement des projets. Donc, ça peut varier entre programme gouvernemental ou la ville elle-même qui finance les projets. OK, merci. Oui, une autre question en attendant. J'ai vraiment aimé les exemples, mais est-ce qu'ils ont mesuré les changements de santé ou les changements en équité de santé au moyen terme ou est-ce que vous savez s'il y a d'autres exemples où on a vraiment mesuré
les changements en ce qui concerne la santé ou l'équité en santé? Malheureusement, non. En tout cas, pas dans les projets que j'ai présentés. Il y a certains autres projets qu'on a fait chez Réseau Quartier Vert où est-ce qu'on a, je prends entre autres l'exemple à Saguenay, où est-ce qu'on a implanté un sentier, un parc linéaire en fait qui est devenu qui était déjà à la base piéton, mais qui n'était pas très utilisé, puis qu'on a bonifié, qu'on a réaménagé pour disons, augmenter la fréquence d'utilisation puis le rendre plus confortable. Donc, ce qu'on peut évaluer, c'est des observations, c'est de voir à quel point les gens l'utilisent davantage, qu'il y a effectivement plus d'utilisation, mais en termes d'impact sur la santé, ça n'a pas été fait, malheureusement. C'est sûr que ça impliquerait des chercheurs, ça impliquerait de suivre des gens à la lettre dans leur quotidien, voir à quel point sur le court, moyen, long terme, il existe les impacts sont là, mais certainement, je pense que c'est quelque chose qui est possible, puis ça serait à étudier sur quelques années quand même. Donc, mais pour ce qui a été présenté, puis les projets chez RQV qui sont assez récents, il n'y a malheureusement pas de données quantitatives, disons, à ce niveau-là. OK. Merci. Nous avons une autre question. Selon vous, est-ce que les critères de l'article 80.3 de la LAU, nouvellement adopté, permettant aux municipalités d'adopter une politique de participation publique, sont pertinents et favorables pour les déterminants de la santé? Je ne connais pas nécessairement l'article 80.3. Si, de ce que je comprends, c'est ça, ça permet aux municipalités d'adopter une politique de participation publique. Absolument. En fait, je pense que c'est tout l'essence du webinaire. Donc, je pense qu'on comprend qu'avec la participation publique, la participation des citoyens, on parvient à mettre en place des projets qui représentent très bien leurs besoins, qui représentent l'urgence l'urgence où il faut agir. Puis, je pense qu'en fait, c'est entre autres le mandat de certains organismes ou en tout cas de certains autres acteurs, de certaines parties prenantes de miser sur la santé. Puis je pense que c'est pour ça qu'on en parle, en fait, de sensibiliser le plus de monde possible pour faire en sorte que la participation citoyenne, l'implication des citoyens fasse partie prenante des pratiques des décideurs puis des élus. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut peser dans la balance d'avoir un projet de loi. En fait, l'article et le projet de loi en soi, je pense que ça peut encourager effectivement les élus à aller dans ce sens-là, à abonder dans ce sens-là. Merci. Et puis une autre question. Quelles ont été vos stratégies pour favoriser ou faciliter la participation des personnes vulnérables au sein de vos différents projets? C'est une super bonne question. Ça peut varier d'un projet à l'autre. Ce qu'on fait souvent, c'est on s'informe à savoir ce qui se passe dans les différents quartiers. Donc, on peut se présenter dans des événements de quartier, que ce soit une fête de quartier, que ce soit une remise de bulletins dans une école, que ce soit, on peut aller à la bibliothèque du quartier aussi, dans un événement où, je ne sais pas, il y a un conte qui est en train de se raconter par telle personne, puis que c'est un événement quand même mobilisateur. On peut se présenter avec notre petit kiosque, puis essayer de sonder la population. Donc, ça peut être sous forme de sondage, ça peut être sous forme de questionnaire, de kiosque d'information. Donc, le but, c'est d'aller atteindre, de joindre le plus de monde possible, évidemment, mais oui, effectivement, d'aller chercher des personnes dites vulnérables. Donc, on y va. C'est nous qui travaillons à connaître ce qui se passe au sein du quartier qu'on souhaite ou on souhaite établir ou implanter un projet, mais c'est de suivre la population dans ses activités parce que la population ne viendra pas vers nous. Puis c'est très, très difficile d'aller chercher
très difficile d'aller chercher la participation des citoyens, même quand on est dans ce genre de fête de quartier, à la bibliothèque ou à l'école, même on est dans l'école, puis on a un accès direct avec les parents, disons, puis même ça, parfois, c'est difficile d'aller chercher la participation. Donc, le but, c'est d'aller chercher le citoyen dans son quotidien, dans ce qu'il fait au quotidien, puis d'essayer d'être le plus convaincant, mais le plus sympathique possible aussi également.